Coucou! En novembre 2007, Meredith Kesher, étudiante britannique, est retrouvée assassinée en Italie. Amanda Knox, colocataire américaine, est rapidement impliquée dans l'enquête. Retour sur une affaire judiciaire très compliquée. Meredith Susan Cara Kesher, surnommée Metz, une londonienne née le 28 décembre 1985 dans le quartier de South Ward. Elle passe son enfance à Coulsdon. Elle étudie à l'Odd Palace School à Croydon et s'intéresse à la culture et à la langue italienne. Elle a 2 frères et une sœur. Son père est journaliste indépendant et sa mère est femme au foyer d'origine indienne. Adulte, elle étudie la politique européenne et italienne à l'université de Leeds. Elle travaille comme barman et effectue des visites guidées. Elle apparaît même dans un clip. Elle souhaite devenir journaliste ou travailler pour les institutions de l'Union européenne. En octobre 2007, elle intègre l'université de Pérouse dans le cadre d'un échange Erasmus et elle étudie l'histoire moderne, la théorie politique et l'histoire du cinéma. Ses camarades la décrivent comme une personne très drôle, gentille, intelligente et très populaire. En Italie, elle partage un appartement avec 4 colocataires, dont 2 italiennes, Filomena et Laura. Et bien sûr, Amanda Knox, l'étudiante américaine. Amanda et Meredith ne se connaissaient pas avant qu'elles se retrouvent dans le même appartement. Et au rez-de-chaussée, il y avait des colocataires hommes qui habitaient. Meredith avait un rituel, c'était d'appeler tous les soirs sa mère avec le téléphone de sa colocataire au Romanali. 2 novembre 2007, il y a des jeunes garçons qui découvrent un téléphone dans l'herbe et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le ramener à la police pour que la police fasse des recherches et le rendre à son propriétaire. C'est comme ça que la police vont atterrir devant chez Meredith et Amanda. Et au même moment, il y a Amanda et Raffaello, son compagnon au moment des faits, qui appellent la police parce que il y a une des fenêtres d'une des chambres qui est cassée et ils pensent qu'il y a eu un cambriolage ou quelqu'un est encore à l'intérieur de la maison. Du coup, là, le 2 novembre 2007, il y a la police, Amanda et Raphaël devant la maison. Et quand la police arrive, il leur dit oui, la fenêtre est cassée, il y a quelqu'un qui est sûrement à la maison où il y a eu un cambriolage, est-ce que vous pouvez rentrer? Du coup, la police rentre. Quand la police fait un tour dans la maison, etc., ils vont retrouver des taches de sang dans la salle de bain de Amanda et de Meredith. La chambre de Philomena est saccagée et en bordel, comme si quelqu'un avait fouillé la maison pour chercher quelque chose, mais rien n'a été volé. Parce que les objets de valeur, il y a un ordinateur, il y a de l'argent et rien n'a été volé. Ils essayaient d'appeler Meredith, mais elle ne répond pas. Ça faisait déjà 1 heure qu'ils essayaient de l'appeler et elle répondait pas. C'est bizarre, mais ils s'inquiètent pas plus. En allant vers la chambre de Meredith est fermée à clé. C'est pas normal, parce qu'elle laissait pas sa chambre fermée. On toquait, etc., mais personne répondait. Parce qu'en fait, si la porte est fermée, c'est qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Malheureusement, la police n'a pas le droit de forcer la porte, parce qu'ils n'ont pas de mandat de perquisition. Ce qu'ils vont faire, c'est que les autres colocataires, ils vont défoncer la porte. Et là, en ouvrant la porte, ils vont découvrir quelque chose d'horrible. Ils vont voir l'armoire avec du sang. Sur le lit, ils vont voir comme si quelqu'un se cachait sous la couette et un pied qui dépasse. Et le pied, il était en sang. On voit que c'est pas normal. On sait qu'il y a un corps en dessous. Donc, ce qu'ils vont faire, la police, c'est qu'ils vont ils vont enlever la couette et ils vont voir que c'est Meredith et que elle est malheureusement décédée et que c'est pas un accident, c'est pas une crise cardiaque, elle est pas morte de mort naturelle, parce qu'elle est défigurée, elle est remplie de sang, vraiment, c'est un crime, c'est un meurtre horrible parce qu'elle est moitié nue, vraiment la scène de crime est horrible, le mur est rempli de sang, elle est remplie de sang, la couette est remplie de sang, le parterre est rempli de sang, vraiment c'est... Voilà quoi. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire sortir les colocataires. Et vraiment, les colocataires, ils sont choqués de ce qu'ils ont découvert. Parce qu'en fait, il y avait personne à la maison le soir-là. Meredith était toute seule. Ils savent pas ce qui s'est passé. Et après, c'est très choquant
découvrir un corps inerte comme ça, rempli de sang. La police s'appelle directement les spécialistes pour ramasser les preuves, parce que vraiment il y a beaucoup de preuves. La chambre est remplie de preuves, la salle de bain est remplie de preuves, la chambre de Philomena est remplie de preuves. Du coup, ils vont faire le nécessaire pour trouver le meurtrier. Qui est Amanda? Amanda est une jeune femme de 20 ans au moment des faits. Elle est née à Seattle, aux États-Unis. Elle a 3 sœurs, d'un père qui est inspecteur comptable et d'une mère prof de maths, étudiante en langue. Elle arrive à Pérouse 2 mois avant le meurtre. Elle aimait faire la fête, s'amuser, vivre une vie d'ado. Raphaël Solicito, originaire du sud d'Italie, d'un père médecin urologue, un garçon gâté par sa famille, timide, avec beaucoup de complexes, qui avait perdu sa mère depuis peu. C'était l'ami de tout le monde. Le 1er novembre, c'était un jour férié en Italie. Les colocataires italiennes sont parties voir leur famille, et les voisins, les colocataires hommes aussi sont partis voir leur famille. Ce soir-là, Meredith dînait avec 3 femmes anglaises chez l'une d'entre elles. Elle arrive vers chez son amie vers 20h45, environ 460 mètres de chez elle. Amanda affirme avoir passé la nuit chez son copain et est arrivée que le lendemain à l'appartement, c'est-à-dire le 2 novembre, trouvant la porte ouverte et des traces de sang dans la salle de bain qu'elle partageait avec Meredith. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, bizarre cette scène, mais elle va découvrir tout ça, Amanda. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre une douche. Voilà. Elle va pas s'inquiéter plus, et elle va même découvrir des excréments qui est dans les toilettes, qui n'est pas elle. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va retourner chez son copain, puis elle va revenir avec son copain, parce que en vrai, c'est pas normal de retrouver la maison comme ça. Mais je comprends pas pourquoi elle a pris sa douche en fait. T'es inquiète, tu prends le temps de prendre ta douche, de partir récupérer ton copain, et là, appeler la police. Encore, là, ils ont mis du temps à appeler la police, parce que Raffaello a appelé sa sœur qui est lieutenant, qui l'a conseillé d'appeler la police. Voilà. Ce qu'ils vont découvrir les policiers lors de l'autopsie, c'est que Meredith a été poignardée à la partie gauche de son cou, présente une blessure de 8 cm de long. C'est une blessure très profonde qui a provoqué une inspiration de sang, qui a provoqué un problème respiratoire et une importance hémorragique qui a privé Meredith d'oxygène. L'arme du crime est un couteau pointu avec une lame et un seul tranchant, difficile de déterminer la taille. Et elle a aussi une 50aine d'ecchymoses et de petites entailles sur le cou, les bras, le visage, le haut du corps. Elle a été maîtrisée d'une façon très violente. Les lésions qu'elle a sur son visage montrent qu'elle a essayé de se défendre. Et malheureusement, on ne peut pas définir si elle a été V, parce qu'elle a des ecchymoses, mais ils ne savent pas si c'est volontaire ou pas. Elle est morte entre 21h30 et minuit. Parlons de la scène de crime. Quelques heures après avoir découvert le corps, la détective Monica Napoline affirme que ce n'était pas un cambriolage qui a mal tourné. Elle affirme que la vitre a été brisée pour brouiller la piste. Le mur de l'extérieur était propre, pas de marque d'escalade. La chambre a bien été fouillée. La pierre a bien été envoyée pour casser la vitre. La chambre de Philomena est trop mise en bordel. Comment vous expliquer, genre... il y a eu des bouts de verre, des vêtements placés au-dessus des vêtements, alors que normalement c'est le contraire. C'est trop bien mis en bordel. Et puis y a rien qui a été volé. Du coup, pour elle, c'est une mise en scène. Il n'y a pas eu de cambriolage en fait. Le truc, c'est qu'ils ont assassiné Meredith et après ils ont été dans la chambre de Philomena pour mettre le bordel. Meredith était en couple, du coup ils vont d'abord s'intéresser au petit ami italien, mais il n'était pas là au moment des faits, il était à 150 km de chez Meredith. Du coup, lui, c'est bon, il a un alibi. La police va élargir le cercle d'amis. Il va interroger les amis de Meredith. En fait, ils disent que c'était une soirée banale. Ils avaient mangé, etc. et qu'elle voulait aller se coucher tôt parce qu'elle voulait se lever tôt pour étudier. Meredith est partie vers 21h avec une copine et elle l'a accompagnée et ils se sont dit au revoir. Sophie est la dernière à l'avoir vue vivante. Selon ses dires, elle serait rentrée chez elle vers 21h15. Elle était sereine, elle n'était pas stressée ou troublée, elle était tout à fait normale. Pour Amanda et Raphaël, eux ils étaient ensemble, comme elle l'a dit précédemment. Mais personne ne peut confirmer s'ils étaient bien chez Raphaël. Du coup, la police continue d'interroger la famille de Meredith, surtout ses amis britanniques. Et ils vont annoncer que la cohabitation avec Amanda était très difficile. Meredith et Amanda ne s'entendaient
pas très bien. Meredith se plaignait énormément d'Amanda, car elle ne participait pas aux tâches ménagères, elle ramenait souvent des garçons, etc. et ça embêtait énormément Meredith. La police, c'est qu'ils vont reconvoquer Amanda. Elle va être interrogée pendant plusieurs heures. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire à Amanda, c'est bon, c'est fini, tu peux rentrer chez toi. Ils vont la rappeler, ils vont faire ça plusieurs fois. En fait, elle va faire des allers-retours entre chez elle et le commissariat. Ils vont la harceler. Ils vont lui dire, oui, raconte-moi ce qui s'est passé, redis-moi ce qui s'est passé chez ton copain, qu'est-ce que t'as fait ce jour-là, je veux l'heure précise, etc. Ils vont voir que les deux téléphones de Raphaël et d'Amanda sont éteints ce soir-là, enfin entre la nuit du 1er et du 2 novembre. Pourquoi faire? Pourquoi vous avez éteint vos téléphones en fait? Bah pas de réponse de la part de Amanda. Du coup ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont convoquer Raphaël. Et Amanda va le suivre, va l'accompagner, etc. Trop de pression pour lui, il est vraiment stressé, etc. Il va craquer et il va dire que à partir de 21h il était tout seul. Amanda n'était pas chez lui. Oh, Amanda lui aurait dit qu'elle allait au bar Peuble Chic, elle allait rejoindre des amis. Elle est revenue qu'une heure plus tard chez Raphaël. Mais pendant l'interrogatoire, ils se rendent compte que les chaussures de Raphaël ressemblent énormément aux empreintes de chaussures retrouvées dans la chambre de Meredith. Raphaël devient suspect. Amanda est de nouveau interrogée. La police est surprise de retrouver des messages sur le téléphone d'Amanda le soir du meurtre. Et en fait, elle avait envoyé un message au patron du bar. Et en gros, dans le message, c'est écrit « Bien sûr, on se voit tout à l'heure, bonne soirée ». En fait, elle va craquer, elle va dire que c'est vrai ce que Raphaël a dit. Elle n'était pas avec lui le soir du meurtre, mais elle était au bar. Et là, elle va se mettre en pleurs. Et elle dira « J'ai rencontré Patrick Lumumba, qui est amoureux de Meredith. Nous sommes rentrés à la maison et il s'est isolé avec Meredith. Elle était dans la salle à manger et en fait, elle a entendu Patrick qui avait Meredith et qui l'a tuée. Elle ajoutera qu'elle a entendu les cris de Meredith depuis la cuisine et qu'elle aurait fait une crise et en fait, elle a paniqué, elle a bouché ses oreilles et qu'elle est restée paralysée. Elle savait pas quoi faire en fait. Elle dira qu'elle avait super peur de Patrick et que c'est pour ça qu'elle a rien fait, qu'elle a laissé V Meredith et qu'elle a laissé tuer Meredith. Et en fait, toute la nuit, elle dira que c'est Patrick. C'est Patrick, elle assure que c'est Patrick qui l'a tué, etc. Amanda, Raphaël, Patrick sont mis en examen pour meurtre et V. Parce que oui, ils ont ni appelé la police, ils ont menti, ils ont nié qu'ils savaient tout ça, ils ont fait genre qu'ils n'ont pas vu Meredith, etc. Du coup, pour eux, c'est de la complicité. Et juste après, ils ont découvert que les analyses de l'empreinte affirment que c'est bien les pieds de Raphaël. Du coup, Raphaël était à la maison au moment du meurtre de Meredith. Après son arrestation, Amanda écrit une lettre depuis la prison de Cabane, dans la banlieue de Pérouse. Elle revient sur ses déclarations faites la nuit précédente et elle avoue ne pas être sûre de ce qu'elle a raconté. Elle dira « Dans ma tête, j'ai vu Patrick dans des flashs. Je me suis vue accroupie dans la cuisine, les mains sur mes oreilles car j'entendais Meredith crier. Ces choses me paraissaient irréelles. » Amanda dira que parfois ses souvenirs sont troubles parce qu'elle le fume. Parfois. Et ce soir-là, elle a fumé. C'est plus ce qui est vrai, ce qui est un rêve. J'étais sous pression, stressée, épuisée. On me disait que je risquais 30 ans de prison. On me frappait sur la tête. Sûr, avec toutes les recherches, etc. Patrick n'est pas fautif. Il a un alibi. Ils ont fouillé chez lui. Il n'y a rien. Et il n'y a aucune trace d'ADN de Patrick à la maison. Du coup, il est vite disculpé. Et Amanda reconnaît avoir menti. Rebelote, marche arrière, elle affirme avoir passé la soirée chez Raphaël. Patrick, ça y est, on le met de côté, il est plus coupable, c'est fini. Maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont fouiller la maison de Raphaël. Et là, ce qu'ils vont découvrir, c'est choquant pour eux. Ils vont découvrir, en fouillant dans sa chambre, des BD japonais, des mangas, porno et violents. Dans la cuisine, en ouvrant le tiroir, l'inspecteur va tomber sur un couteau qui l'attire énormément car il ressemble à l'action du couteau qui a assassiné Meredith. 24 cm
de long et une lame de 18 cm. La police dit que le couteau est trop propre selon eux. Après quelques analyses, quelques ADN ont échappé au lavage et ils vont découvrir que sur le manche, c'est l'ADN d'Amanda et sur le où ça coupe, c'est l'ADN de Meredith. Sur l'oreiller de Meredith, les enquêteurs relèvent une empreinte de main et cette empreinte est passée au fichier et elle match avec un jeune homme déjà fiché après une demande de permis de séjour. Il s'appelle Ruby Herman Gwed. Et cet homme-là est désormais le suspect numéro 1. La police, en cherchant cette personne-là, il découvre que cet homme-là est parti, a fugué et en cavale depuis la nuit du meurtre. Et les enquêteurs, en cherchant, ils reconstituent ses déplacements. Ils vont même contacter un ami à lui qui va appeler Ruby en appel vidéo et ça sera enregistré. Bien sûr, Ruby ignore que tout ça est enregistré. Il dira: oui, je suis en cavale depuis 3 semaines. Je dors dans des trains, dans des gares, j'ai quitté l'Italie. Je suis en Allemagne, à Düsseldorf. Il dira: je n'ai rien fait à Meredith, même si j'admets que ce soir-là, j'étais avec elle. Je l'ai rencontrée quelques jours plus tôt, je ne dis pas qu'on s'est vu souvent, on s'est vu plusieurs fois. C'était à la soirée de l'Anima, une soirée sans fête. C'était le matin, la dernière fois qu'on s'est vu, mais en fait Meredith aurait invité Ruby à venir chez elle le soir du 1er novembre. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se rendre à l'adresse indiquée. En gros, en allant chez Meredith, Meredith était énervée car elle découvre qu'il manque de l'argent et elle suppose que c'est Amanda qui a volé l'argent. Après avoir dit ça, elle se calme et après ils vont faire ce qu'ils vont faire et puis voilà. Il dira que après il aurait été dans la salle de bain avec de la musique dans un casque et il aurait entendu Meredith parler avec quelqu'un mais il ne sait pas dire avec quelle fille. Et en gros, la salle de bain est là et il y a un couloir et en fait, il a dit qu'il avait vu un homme tout au fond du couloir. Et cet homme était de dos, du coup il n'a pas vu le visage. Cet homme aurait agressé Meredith. Et cet homme aurait agressé Ruby et serait en fait là, il s'est précipité dans la chambre de Meredith. Et c'est là qu'il aurait vu Meredith à moitié morte. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va la prendre dans ses bras. Ce qu'il va faire, il va essayer de nettoyer les plaies qu'elle a eues. Il va la prendre dans ses bras et il va faire, il a fait tout son possible pour la garder en vie. Mais malheureusement, Meredith est morte dans ses bras. Il dira pourquoi il a pas appelé la police, parce que c'est un homme noir et que s'il avait appelé la police, ce serait lui le premier suspect. Cet appel-là, son ami va tout faire pour lui dire: s'il te plaît, viens, rends-toi. Si tu n'es pas coupable, tu n'as rien à te reprocher, viens. Et son ami a réussi à le convaincre. Et il va se rendre. Il va se faire arrêter en Allemagne et il va être extradé vers l'Italie le 6 décembre. À Pérouse, les policiers peuvent enfin interroger le suspect. Ruby explique qu'il connaissait Amanda parce qu'il avait des amis en commun, mais qu'il n'affirme n'avoir jamais rencontré Raphaël. Il dira qu'il parle d'un inconnu, celui qui aurait agressé Meredith avant de s'enfuir le soir du meurtre. Il raconte qu'une fois dehors, cet homme aurait rogné: on a trouvé un nègre, on a trouvé un responsable. Il dira avoir entendu des pas sur le gravier de personnes. Il serait penché à la fenêtre, il affirme avoir vu une silhouette de fille. Et quand il lui a demandé à quoi elle ressemblait, il répondit presque sans hésiter: c'est Amanda. Il raconte que le moment où il essaye de sauver Meredith essaye de parler, elle aurait murmuré 2 lettres. A, F. En gros, AF est égal à Raphaël. Et c'est assez glauque ce que je vais vous dire, mais c'est lui qui a écrit ces 2 lettres-là pour faire comprendre à la police que c'est cette personne-là qui a tué Meredith. Et qu'il affirme, il dit qu'elle a fanfaronné ça, elle a dit AF, c'est lui qui a tué Meredith. Moi, j'ai rien fait, j'ai essayé de la secourir, oui, je suis partie,
etc. C'est parce que j'avais peur, je suis noire. En tant qu'homme noir, je serais le premier à être la cible de ça. Personne me croira que je n'ai pas tué cette personne-là. Malheureusement pour le procureur, Ruby est le suspect numéro 1. Mais ne vous inquiétez pas, Amanda et Raphaël sont aussi soupçonnés. Et malheureusement, Ruby, pour tout le monde, est un homme monstrueux, un homme diabolique, un monstre. Malheureusement maintenant, pour les gens, c'est lui le suspect. Même s'il n'est pas coupable, pour le public, c'est lui le meurtrier. Et à partir de maintenant, on l'accuse de tout. D'être un violeur, un dealer, un type louche qui traîne la nuit, quelqu'un qui agresse les filles. Dans les médias, le portrait de Ruby est un danger public. Malgré tout ce qu'on dit sur lui, son casier judiciaire est vierge. Pas de condamnation, pas de violence, pas de vol, rien du tout. Rudy ou Ruby? Depuis tout à l'heure, je me trompe, c'est Rudy. C'est Ruby ou Rudy? C'est Rudy, c'est pas Ruby. Depuis le début, je dis Ruby alors que c'est Rudy son prénom. Bref. Rudy était surtout connu à Pérouse pour ses qualités de basketteur. Le sport, c'était sa bouée, son échappatoire après des années de galère. À seulement 4 ans, il a dû quitter la Côte d'Ivoire et sa mère pour suivre son père en Italie. Une séparation brutale, un changement radical. Mais malheureusement, leur relation n'avait rien d'idyllique. Souvent, Rudy se retrouvait seul, abandonné à lui-même. Son père les avait abandonnés. À 15 ans, Rudy a été placé dans une famille d'accueil, mais l'adolescent ne se sentait pas vraiment à sa place. À 18 ans, il décide de partir seul. Ses amis le décrivent comme un garçon dissipé, parfois menteur, mais plutôt sympa malgré tout. Jamais rien ne leur a laissé penser qu'il était instable, violent ou agressif. Ils ont du mal à imaginer Rudy poignarder quelqu'un. Mais la police dispose d'un élément crucial, l'ADN de Rudy, dans le vagin de Meredith. Et Rudy affirme avoir fait des trucs avec elle, du coup... Voilà, mais comme je vous ai dit au début, on ne peut pas prouver si c'est un V ou pas. La parole de Rudy contre rien en fait. La police ne peut pas le croire à 100%. L'ADN de Rudy est également retrouvé sur les papiers toilettes, sur le sac à main de Meredith et sur son soutien-gorge. Vous savez de l'empreinte de chaussures? Eh ben maintenant ils ont un doute. Ils pensent que maintenant c'est à Rudy l'empreinte. La contre-expertise prouve que la semelle, elle correspond pas à la pointure de Raphaël. Fouillant dans l'appartement de Rudy, ils vont retrouver une paire de chaussures qui correspond à l'empreinte retrouvée dans l'appartement de Meredith. Les preuves s'accumulent contre Rudy. Là, on peut pas dire qu'il n'était pas là le soir du meurtre. Le 18 décembre 2007, un mois après le meurtre, la police scientifique retourne sur les lieux pour traquer la moindre trace de sang, la moindre indice oublié grâce au révélateur chimique, le luminol. Et les enquêteurs vont découvrir deux empreintes dans le couloir de l'appartement. Et en fait, ces 2 empreintes apparaissent uniquement grâce à le luminol. 2 empreintes, c'était des empreintes qui ont été nettoyées après le meurtre. Et en gros, à vue d'œil, tu peux pas la voir. Sur le tapis de bain, ils vont relever aussi une autre empreinte. Et cette fois-ci, elle correspond à Raphaël. Le 18 décembre, la police se retrouve à un crochet de soutien-gorge qui appartenait à Meredith, oublié lors de la première analyse. En fait, il y a de l'ADN. Il y a une trace mélangée entre Meredith et Raphaël. Pour eux, Raphaël était là le jour du crime. Trop de preuves contre lui. Une nouvelle hypothèse, un crime collectif. En gros, pour la police, le scénario c'est que Rudy tenait les poignets de Meredith pendant que l'autre l'a tué. Ruby et Raphaël auraient été envoûtés par Amanda, prêts à tout pour elle. Le soir du meurtre, les 3 se seraient retrouvés place Grimana avant de rejoindre ensemble l'appartement des filles. Et c'est là que tout a basculé. Meredith aurait commencé à se chamailler avec Amanda, toujours pour les mêmes raisons, des tensions, des reproches, des vieilles rancunes. Et en fait, Amanda serait alors emportée. La dispute évoquée par Rudy, elle aurait bien eu lieu. Pendant que Amanda et Raphaël filtraient dans la chambre d'Amanda, Ruby serait entrée
dans celle de Meredith. Il aurait tenté de la séduire, elle l'aurait repoussé, et c'est à ce moment-là que Amanda et Raphaël seraient intervenus pour aider Ruby à parvenir à ses fins. Tous les trois auraient alors déshabillé Meredith, Raphaël aurait tranché son soutien-gorge, Rudy la tenait par les poignets, il aurait mis les doigts dans le V, puis Raphaël, avec Rudy, l'aurait retourné de force. C'est lui, selon les procureurs, qui aurait infligé les blessures les plus petites. La dynamique du trio aurait rapidement dégénéré. Une violence incontrôlable. Selon le procureur, c'est Amanda qui aurait porté le coup fatal. Un coup de couteau à la gorge, net, tranchant. Meredith a été pratiquement égorgée. Une fois le crime commis, Amanda et ses deux complices auraient mis en scène un faux cambriolage. Ils seraient ensuite débarrassés du téléphone portable de la victime et le lendemain, Amanda et Raphaël seraient venus sur les lieux pour nettoyer avant d'aller taper à la porte de la gendarmerie. De ce que les enquêteurs pensent. Mais Amanda affirme qu'elle n'a rien fait, qu'elle était chez Raphaël le soir du meurtre, etc. Je n'ai pas tué Amanda. Le procès de Rudy arrive. Il va avoir un procès dissocié. En gros, c'est une stratégie de ses avocats. Ils acceptent d'être sujets seuls en renonçant à toute demande de contre-expertise et à contester certains éléments de l'enquête. Et ça veut dire que la procédure est accélérée. Ça a des avantages comme des inconvénients. En cas de condamnation, sa peine est réduite d'un tiers. Le procès de Ruby se termine en octobre 2008. Il ne reconnaît toujours pas les faits, mais ses avocats espèrent qu'en étant jugé à part, le tribunal sera moins influencé par la pression médiatique et que les débats se tiendront dans un climat plus serein. Le 28 octobre, la décision tombe. Rudy est condamné à 30 ans de prison pour V et pour meurtre en réunion sur Meredith Kesher, qui laisse entendre que la justice considère déjà qu'il n'était pas seul ce soir-là. Même si aucun nom, aucun prénom a été dit, il n'était pas seul. Rudy fait appel et en deuxième instance, sa peine est réduite à 24 ans et il n'en purgea que 2 tiers, soit 16 ans de prison. Mais même à ce stade-là, la qualification reste la même, V et meurtre en réunion. Du coup voilà, Rudy est enfermé, il est condamné, etc. Voilà. Lui, ce qu'il voulait, c'est faire ça le plus discret possible. Mais pour Raphaël et Amanda, c'est autre chose, et de toute façon, c'est ce que le public attendait le plus. Le procès s'ouvre le 16 janvier 2009. Ce n'est plus seulement une affaire de justice, c'est devenu un procès sous les projecteurs. Pendant ce temps, la cour passe en revue chaque témoin, chaque indice. Premier angle d'attaque, l'empreinte de pied laissée dans le sang. Pour les avocats de Raphaël, c'est une fausse preuve, parce que Raphaël a un défaut sur le pied, il a une petite bosse. Ça veut dire que l'empreinte de pied ne correspond pas à celle de Raphaël. Malgré ça, la cour refuse de prendre en compte ce petit détail-là. Enchaîne. Le couteau et le crochet de soutien-gorge de Meredith. La police scientifique dit avoir trouvé les ADN de Amanda et de Meredith et de Raphaël. Les avocats de Amanda et de Raphaël demandent une contre-experte indépendant refusée. Pour les juges, pas besoin de faire un contre-expertise. Les éléments déjà recueillis suffisent. Sur les éléments matériels, la défense n'obtient rien. Et la défense perd aussi sur le mobile. Car vous savez très bien que Amanda a menti plusieurs fois, a changé plusieurs fois de récit, quoi. Un jour, elle est chez Raphaël, un jour, elle est au bar, un jour, non, j'étais chez Raphaël, non, c'est Patrick qui l'a tué, non, c'est Rudy, non. Bref, elle a changé beaucoup de versions. Le procureur dresse un portrait accablant des deux accusés. Il appuie même sur une analyse graphologique pour dépeindre Amanda comme instable manipulatrice borderline. Selon cette expertise, Amanda présente des traits de personnalité inquiétante, un narcissisme marqué, une colère latente, une agressivité forte et un goût pour la manipulation. Pour Raphaël, l'opposé. Il apparaît comme un passif et influençable. Il serait prêt à accepter des situations désagréables simplement pour gagner l'approbation de ceux qu'il admire. Amanda en l'occurrence.
Puis le procureur s'attarde sur la relation entre Amanda et Meredith. Il évoque un rapport conflictuel, alimenté par des différentes profondes de personnalité. D'un côté, Amanda est libre, provoquante à la sexualité assumée, et de l'autre, Meredith, réservée, pudique, plus traditionnelle. Selon le procureur, Amanda se sentait jugée moralement par Meredith. De cette nuit-là, elle aurait voulu se venger. Un jeu est cruel, tenté de mépris et de vengeance, qui aurait dégénéré en V collectif et meurtre. Le procureur général conclut son réquisitoire et demande la réclusion à perpétuité assortie d'une mesure d'isolement pour Amanda et Raphaël. Puis pour la défense tente une dernière fois de déconstruire l'accusation point par point. Et après, la parole est donnée aux accusés. Raffaello dira « Je suis pas quelqu'un de violent, je n'ai jamais été, je ne le serai jamais. Je n'ai pas tué Meredith, j'ai peur qu'on me force à porter le masque d'un assassin. » Amanda, elle aussi s'exprime en larmes. Elle clame son innocence, elle dit que son incompréhension, son effroi face à ce qu'on lui fait vivre, c'est injuste qu'elle vit. Elle n'a rien fait. Après plus de 13 heures de délibération, le jury revient. Le verdict tombe. Amanda est déclarée coupable de meurtre de Meredith. Raphaël est également reconnu coupable. 26 ans de prison pour Amanda, 25 ans pour Raphaël. Mais Amanda et Raphaël ne baissent pas les bras, ils font immédiatement appel. Leur avocat prépare activement le procès en appel. Il débute à Pérouse le 24 novembre 2010. Ce qu'ils vont faire, c'est que avant que le procès redémarre, ils vont demander une contre-expertise sur tous les éléments qui sont contre Amanda et Raphaël. Les quantités d'ADN qu'il y a sur le couteau sont trop insuffisantes pour dire que c'est Meredith. Ils affirment que l'ADN sur la manche du couteau est bien celle d'Amanda, mais c'est normal. Elle vivait quand même un peu chez Raphaël. Du coup, c'est normal qu'il y ait un peu d'ADN d'Amanda sur les couteaux, sur les couverts, bref, voilà. Enfin, à la demande de la défense, un légiste analyse la blessure mortelle et conclut que la garde du couteau a laissé des ecchymoses autour du point d'entrée dans la gorge de Meredith. Or, la lame du couteau mesure 18 cm. La blessure mortelle n'aurait pas pu être causée par ce couteau qui aurait traversé la gorge entièrement. Ce qui n'a pas été le cas. Selon cet expert, ce couteau ne peut pas être l'arme du crime. Soutien-gorge. Ce crochet de soutien-gorge a été prélevé 1 mois après le meurtre. Pendant le mois qui a eu l'enquête, des gens sont allés dans l'appartement. D'autres personnes ont contaminé l'appartement. Et en gros, ce crochet est passé entre les mains de plusieurs expertises, posé par terre, repris, photos, bref, il a été déplacé. Voilà. Il a été contaminé. Et ce crochet ne contient pas que l'ADN de Raphaël, il contient plusieurs ADN. Pour la défense, il voit une faille majeure. Le 3 octobre 2011, après 4 ans de prison, Amanda et Raphaël sont acquittés. Pour eux, les preuves qu'il y a eu au premier procès ont mal été faites en fait. Pour eux, Raphaël et Amanda sont innocents. Mais est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure pour Rudy? Lui, il a été condamné. Il a été condamné pour V et meurtre à plusieurs. Après tout ça, ils vont se retrouver une 3e fois devant la justice. Le procès se tient à Florence en septembre 2013. Il y aura que Raphaël qui sera là. Amanda a préféré pas venir et rester à Seattle. L'audience devant la cour de cassation s'ouvre 8 ans après le meurtre de Meredith. Cette fois, c'est un peu le procès de la dernière chance. En gros, ce que le juge va dire, c'est que y a des preuves sans avoir de preuves. Ils ont tellement mal fait l'enquête qu'on ne peut pas accuser Amanda et Raphaël de ce meurtre-là. En gros, ils sont coupables sans être coupables. Il n'y a pas assez de preuves pour les condamner, mais il y a assez de preuves pour qu'ils soient condamnés en fait. Il n'y a pas assez de preuves, de bonnes preuves pour qu'ils soient condamnés,
mais ils ont une part de responsabilité de ce meurtre. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, ils peuvent pas être condamnés, ils peuvent pas condamner, mais ils sont condamnés, enfin voilà quoi. Le juge va même dire que sans ces erreurs, ce calvaire judiciaire aurait pu être évité. La Cour ne considère pas que les preuves soient totalement absentes, mais il reste insuffisante pour condamner. Le 27 mars 2015, la Cour acquitte Amanda et Raphaël sans renvoi. En gros, le verdict est définitif. Raphaël et Amanda sont innocents. Meredith restera une victime dont l'affaire aura marqué les esprits et suscite de nombreuses questions. Érudit est le seul à être condamné et à purger sa peine. Voilà comment se finit la tragédique histoire de Meredith. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, cette enquête est très dure parce qu'en fait, on connaît pas véritablement l'assassin de Meredith, car il y a que Rudy qui est condamné. Mais la police est au courant. Il y avait d'autres personnes dans cette maison ce soir-là. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, suivez-moi, activez la cloche. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!